L'iPhone a 15 ans, l'occasion de revenir sur la genèse du smartphone d'Apple, qui était donc le vrai père de l'iPhone. Retour également sur son lancement complètement fou en 2007 avec des anecdotes de ceux qui ont assisté à ce moment, osons le mot, historique. Le premier iPhone était-il pour autant aussi révolutionnaire? Quel avenir Apple parviendra-t-elle à révolutionner à nouveau le marché avec ses futurs iPhones? Débat. Et bonjour à toutes et à tous, vous regardez On refait le Mac, alias ORLM, très heureux de vous retrouver pour notre débat tech hebdomadaire. Merci encore pour votre fidélité et n'hésitez pas à nous soutenir en vous abonnant, c'est très important pour nous, à notre chaîne YouTube. On a battu des records ce mois-ci encore, Laurent, avec en plateau, avec mes côtés justement, Laurent Pantanade. Bonjour Laurent. Bonjour tout le monde. Bon, on a battu des records, je crois qu'on a plus de 700 abonnés en quelques semaines seulement, sachant qu'il n'y a pas eu d'émission pendant 15 jours à les fêtes de Noël. Voilà, on marche de mieux en mieux, on est ravis. Pour la paix de l'âme de Steve Jobs. Oui, et on va en parler de Steve ce soir. Il manquait un insider pour parler de l'iPhone et du premier iPhone en 2016. Il était déjà chez Apple à cette époque-là. Il nous a manqué, mais il est en fin de retour. Monsieur X, cet ancien responsable d'Apple qui avance, comment dire, visage masqué. Bonjour Monsieur X. Bonjour Olivier, bonjour Laurent. Écoutez, je suis vraiment ravi d'être là après une longue période d'absence. Je vous vois en plateau, vous êtes beau, vous êtes bronzé, ça me donne envie de vacances, de soleil, en un mot, de Corse. Oui, comme quoi le travail, c'est la santé. Hein, parce que absolument, je vous fais un petit bronzage à Paris en ce moment, c'est compliqué. Allez les amis, retour sur 15 années en arrière, hein, le 9 janvier 2007 à 10h09, oui. Non, 9h41. Oui, 10h09. 9h41. Non, c'est la keynote, mais l'iPhone. 9h41 l'annonce. 10h09, c'est la montre. 9h41 l'annonce. Écoutez. Mais non, c'est intéressant, je trouve que c'est génial. Pourquoi sur tous les boîtiers c'est 9h41? Parce que c'est l'heure à laquelle ça a été dévoilé. Là, je crois que tu as. Pourquoi qu'il a raison, le bougre. Mais oui, j'ai raison. Et pourquoi 10h09? C'est très intéressant parce que c'est à cause de l'Apple Watch. Et en fait, du coup, aujourd'hui, on fait la confusion. Entre 9h45 et 19h. Parce qu'à l'époque, c'était. Non, à l'époque, aujourd'hui encore, les fabricants de montres, et Rolex le premier, met ses aiguilles à 10h10. 10h10 parce que c'est ce qui affiche le mieux pour qu'on puisse lire et Rolex et la marque et tout ça. Donc tout le monde fait comme Rolex 10h10. Et en fait, Apple est à 10h09 30 secondes pour montrer qu'ils sont en avance sur les autres. Ce qui est génial. Mais du coup, aujourd'hui, on a tendance à penser que l'iPhone a été lancé à 10h09 et en fait, il a été lancé à 9h41. Et c'est pour ça que sur toutes les boîtes, d'ailleurs, regarde, on le voit là, c'est 9h42 AM sur l'affichage du téléphone. Donc c'est 9h41, entre 9h41 et 9h42. Alors retour les amis, 15 ans en arrière, donc le 9 janvier 2007 à 9h41 et quelques. Exactement. Du matin, heure de San Francisco, Steve Jobs dévoile le tout premier iPhone. Première question auquel nous allons tenter de répondre, le cofondateur et CEO d'Apple était-il le vrai père de l'iPhone? On en parle après le jingle. Alors, qui était le vrai père de l'iPhone? On vous a posé la question sur le compte Twitter de ORLM.tv. C'est le sondage de la semaine. Qui est le vrai père de l'iPhone? Et vous êtes une large majorité à considérer Steve Jobs, bien sûr, à 53,3% comme étant le géniteur principal de l'iPhone, suivi de Jean-Marie Hulot, on va en parler longuement tout à l'heure, de 26,9%. Le français génial, ingénieur français, suivi de Tony Fadell, qu'on a eu la chance de recevoir il y a quelques semaines dans cette émission, le papa de l'iPod et de l'iPhone, 11,8%. Et enfin, le papa d'iOS, cette fois-ci, Scott Forstell. Steve Jobs, donc sans surprise, est désigné comme le géniteur, donc on l'a dit, de l'iPhone, mais ça a été vraiment un travail d'équipe. Regardez cette image où on voit autour de Steve, hein, je me souviens avoir assisté à la séance photo, j'étais pas très loin, où on voit Steve entouré de la Dream Team d'Apple à l'époque. Vous voyez, c'est le hall du Moscone Center de San Francisco. J'étais un peu juste à côté. Il y avait Tony Fadell, le père de l'iPod, Scott Forstell, mais également, vous avez vu Steve Jobs. Il y a Phil Schiller, qui on reconnaît, Monsieur X encore. C'était tes patrons à l'époque. Ah ouais, alors... de loin, à droite, c'est le patron d'iTunes qui est toujours là, qui est Eddie Q. Eddie Q, je confonds toujours Eddie Q et Greg Jovsiak. Ouais. Et moi, j'étais très très loin dans la hiérarchie, l'organisation du patron du marketing à gauche que tu as nommé Phil Schiller. Ouais, et bien sûr Jonathan Ive au centre, qui était
le designer, le designer d'Apple. On a parlé d'un Français dans le sondage, Jean-Marie Hulot. Ça a amené une réaction. Regardez ce Twitter. Il y en a de Philippe 140278. Ça doit être sa date de naissance. Il est né le 14 février. Il y en a qui n'ont pas regardé l'émission numéro 62 d'ORLM. En effet, nous avions eu la chance de recevoir Jean-Marie dans l'épisode 62 de On fait le Mac. Jean-Marie Hulot était un génial informaticien français qui a travaillé aux côtés de Steve. Je dis était, parce que malheureusement il a disparu il y a 2 ans maintenant. Il travaillait aux côtés de Steve Jobs dans les années 90 lorsqu'il était chez Apple. Et puis il a rejoint Next. Vous le voyez là lors d'une keynote lorsque Steve a présenté la première version d'iChat, qui était l'ancêtre de FaceTime. Et il avait fait un duplex avec Paris et Jean-Marie Hulot. Voilà ce qu'il nous a raconté à propos de la genèse de l'iPhone. Écoutez, c'est exclusif et c'était déjà dans On refait le Mac. Ce qui s'est passé, c'est Steve était revenu et passé à Paris. Je le voyais chez revenir à Paris. J'étais régulièrement en relation avec lui, même si je n'étais plus chez Apple. Et il aime bien, en fait, c'est quelqu'un qui, et c'est bien de sa part, qui a beaucoup de connexions avec, qui a un certain nombre de connexions avec des gens en qui il a confiance dans le monde technique ou autre, qui sont répartis dans le monde. Je pense qu'il en a peut-être plus aux États-Unis que dans le monde. Donc, en plus, c'était quelqu'un qui venait avec un point de vue radicalement différent, qui pouvait aimer prendre de temps en temps 3 mois de vacances, donc ce qui rafraîchit l'esprit. Et puis qui là aime bien avoir de ces gens quel est leur input sur ce qu'il faut faire à un moment donné. Et donc moi il me demandait qu'est-ce que tu vois venir dans les temps qui viennent, et je lui ai dit, tu sais Steve, tu n'auras pas le choix, il faudra que tu fasses un téléphone. À cette époque-là il m'a dit non, tu me dis des conneries, je vois pas pourquoi j'aurais à faire ça. C'était une connerie, il a bien changé d'avis Steve depuis, hein. Donc c'est Jean-Marie qui a soufflé à l'oreille de Steve Jobs l'idée de faire un téléphone. Et par la suite, Steve a réfléchi, bien sûr que ce n'était pas une connerie de lancer Apple dans la téléphonie. C'est donc à Jean-Marie qu'il a confié la charge d'étudier la faisabilité d'un tel projet. Mais comme à l'époque, il ne voulait pas rentrer aux États-Unis, il voulait rester à Paris. C'est à Paris que a été conçu les premières lignes de code de l'iPhone dans le plus grand secret. Monsieur X, on se tourne tout de suite vers vous. Vous étiez au sein d'Apple France à l'époque. Est-ce que vous aviez croisé Jean-Marie ? Alors écoute, Jean-Marie, oui, je l'ai croisé, mais ce qu'il faut savoir à l'époque, c'est que Jean-Marie et son équipe et leur activité étaient totalement secrètes au sein d'Apple, y compris pour les gens normaux d'Apple France comme moi. Donc si on les croisait, c'était pour des événements de type festif avec le CE ou pour les keynotes, puisqu'à l'époque il y avait des keynotes en France. Mais pas pendant le travail. Et pour la majorité des gens d'Apple France et d'Apple Europe, eh bien, écoute, l'équipe de Jean-Marie n'existait pas, tout simplement. Ouais, pour te donner une idée du niveau de secret. On en avait parlé avec Pascal Cagny il y a quelques mois, lorsqu'il est venu nous parler de la disparition de Steve Jobs pour les 10 ans d'Apple, Laurent. Ouais, et si je me souviens bien ce qu'avait dit Pascal, je pense que c'est pas un secret, hein, Pascal avait dit qu'au départ l'équipe était dans des bureaux d'une grande avenue parisienne, et qu'ensuite quand les bureaux ont été rapatriés, Georges V, ouais, que tous les bureaux ont été rapatriés place d'Iéna, je crois. Toujours aujourd'hui. Et il y avait un étage puis 2 étages complètement sécurisés. Avec des passes où le reste des équipes n'avaient pas accès pour travailler sur le projet, quoi. Ce qui est d'autant plus étonnant, c'est que quand on connaît le culte secret d'Apple, c'est que Jean-Marie soit parvenu à convaincre Steve Jobs, son ami, de lui confier un projet aussi stratégique. Quand on voit que l'iPhone aujourd'hui pèse près de 70% du chiffre d'affaires d'Apple, ça laisse songeur. Et il nous avait répondu à l'époque, ce n'était pas encore un projet stratégique pour Apple, c'était encore une expérimentation. Qu'est-ce que vous en pensez de cette aventure, ce qui est vraiment une exception dans l'histoire d'Apple, à ma connaissance? Ouais, alors moi je suis pas choqué de l'idée. Tu vois, tu sondes, tu essayes. Tu vois, les équipes sont basées aux États-Unis et c'est difficile d'imaginer le virage. Et ce que ça va apporter a posteriori, c'est facile de juger, oui, et de dire que finalement l'industrie du mobile, finalement tu vas la faire, quoi. Oui, puis le centre de gravité n'était pas aux États-Unis, l'industrie du mobile à l'époque. Non, et puis, pas du tout. Il faut se rappeler que aux États-Unis, quand tu voyages aux États-Unis, c'était un enfer. C'est-à-dire qu'il y avait les réseaux déjà, ils n'étaient pas sur tout le pays. Il y avait plusieurs normes, et on était l'Europe et l'Asie étaient très en avance, quoi. Maintenant, on a une vision globalisée du monde. Mais moi, je me souviens, et en France, juste pour se rappeler, Bouygues était un réseau au début qui était très différent des 2 autres. Ouais. Donc du coup, il y avait ça aux États-Unis. Donc
le fait de se dire qu'on s'inspire finalement de l'endroit où il y a une sorte d'uniformisation, les fabricants, tu vois, Nokia, c'était européen, quoi. Ouais. Tu vois, leader mondial à l'époque et leader mondial de la téléphonie. Donc du coup, c'était pas totalement déconnant. Je crois que tu en parles un peu après. Il y avait aussi quand même l'idée de se dire, je lance 2 pistes. Donc avoir une piste avec quelqu'un de très posé. J'ai pas eu la chance de rencontrer Jean-Marie Léo, mais tous les gens qui m'en ont parlé, j'en entends donc Pascal Cagny nous en avait parlé, tous les gens qui nous ont parlé nous ont parlé de quelqu'un de très posé, de très discret, une très grande humilité. Et je pense que c'est difficile quand il y a quelqu'un d'une telle humilité de dire il voulait pas aller aux États-Unis, il voulait pas y retourner, il a passé 15 ans de sa vie aux côtés de Steve. Donc du coup, je pense que c'était la bonne opportunité de dire on le laisse tenter quelque chose et je mets mes marrons au feu aussi en local avec quelque chose. C'est vrai que M. X, qu'à l'époque, le centre de gravité, on l'a dit, du GSM à l'époque, c'était comme ça, et de la téléphonie était plutôt en Europe, voire en Asie. On sait que Jean-Marie était un grand voyageur, qu'il allait énormément en Asie, et particulièrement au Japon, et qui était très en avance sur l'Internet mobile, il n'existait pas aux États-Unis, l'Internet mobile à l'époque. Oui, absolument. Alors moi, je complète ce que tu dis. Il y avait un double centre de gravité en Europe avec Nokia, en Finlande. Nokia existe toujours, mais ne fait plus de téléphone. Et ça, c'est grâce ou à cause de l'iPhone. Et puis au Japon, quand même. Au Japon et en Corée, avec notamment Sony. Et puis, Laurent vient de le prononcer, les premiers essais commerciaux d'accès à Internet qui ont eu du succès. Le fameux réseau ou la manière d'accéder qui s'appelle iMod, qui avait été racheté ou en tous les cas licencié par Bouygues en France. Donc, on balbutiait. Et ça partait un peu dans tous les sens. Voilà. Mais aux États-Unis, c'était effectivement très, très hétérogène, et dans les normes d'accès, et dans les terminaux, et dans la bagarre sans fin qu'imaginaient les opérateurs pour un jour fournir de l'Internet sur les téléphones. Ouais, L'Internet mobile, en ce temps-là, Laurent, aux États-Unis, c'était les pagers, en fait, c'est ça, hein? Alors, ouais, le pager, ils avaient ce truc génial qui était le pager two ways, c'est-à-dire que tu pouvais recevoir une sorte de SMS et envoyer. Et souvent, les gens disaient rappelle-moi. Ouais, et les gens, un luxe. Et les gens allaient trouver un. On devait rappeler quelqu'un. Ouais, quand on recevait un appel, on devait payer. La grande force de nous en France, on avait le pager descendant avec, je ne me rappelle plus comment, Totem chez Orange. Ouais, il y en avait partout, mais ça. Et SFR, ça s'appelait, je ne sais plus comment, mais c'était le truc descendant. À un moment donné, un truc comme le tam-tam, tout à fait. Ouais. Mais c'était descendant. Les Américains avaient le pager two ways, donc qui était l'ancêtre. Et BlackBerry était très bon là-dedans. Ils ont migré. Il y avait Motorola et BlackBerry. Alors, et puis le dernier facteur qui fait que Steve s'est laissé convaincre par Jean-Marie, il faut le dire, c'est qu'ils étaient très très proches. Ils étaient amis, il y avait un profond respect. Et encore une fois, je pense que c'est lié aussi à la personnalité de Jean-Marie et cette humilité qui devait certainement beaucoup plaire à Steve Jobs. Steve Jobs était un garçon très courtisé, pas de par le succès de son entreprise, de par sa richesse, donc il était toujours entouré d'une cour. C'est assez compliqué de pouvoir confier un projet secret et confier sa confiance à quelqu'un. Et c'est vrai qu'ils sont connus à un moment où Steve n'était pas forcément au sommet de sa carrière. Next n'était pas forcément très... il venait de se faire virer d'Apple. Ils ont vraiment tissé des liens très étroits d'amitié qui lui ont permis de le convaincre. Il avait confiance en Jean-Marie. Et on va voir que c'est une belle histoire. Monsieur X, est-ce qu'on sait précisément sur quoi travaillait Jean-Marie et ses équipes? Voilà, mais non pas ces épiques, mais elles étaient épiques, ces équipes, au sein d'Apple Europe et Apple France notamment. Écoute, le plus que les gens normaux comme moi, qui n'étaient pas dans le secret, savaient, c'est que l'équipe de Jean-Marie travaillait sur un logiciel que certains d'entre vous ont peut-être connu, qui s'appelait iSync. iSync, c'était un petit logiciel pour le Mac qui te permettait de synchroniser un peu du contenu de ton téléphone Sony, par exemple, avec ton Mac, notamment les contacts. Donc, on savait qu'ils travaillaient notamment là-dessus, qu'ils étaient responsables de ce logiciel, et donc qu'ils touchaient un petit peu à la téléphonie via cette fonction de synchronisation. De là à s'imaginer qu'ils travaillaient sur plus et sur un téléphone Apple, même si on en rêvait en interne depuis 2004, depuis le lancement de l'iPod Nano, non, on ne l'aurait pas imaginé. Non, vous ne l'auriez pas imaginé, mais c'était le cas. Voilà. Et c'est vrai qu'à l'époque, et on voit déjà la différence de culture entre Jean-Marie, Steve et je dirais le reste de l'industrie, Laurent, c'est qu'à l'époque, les constructeurs de téléphones pensaient hardware et Apple pense software. C'est-à-dire que déjà, on va dire quelle est la principale difficulté pour un téléphone, c'est qu'on puisse synchroniser tout simplement ses contacts, parce qu'il n'y avait pas de cloud à l'époque,
avec son ordinateur, pour synchroniser son téléphone avec son ordinateur pour pouvoir surfer avec. Voilà, la différence, la valeur ajoutée, elle était sur le software et sur la simplicité d'usage. Tout à fait. Alors, il faut rappeler, on peut rappeler l'histoire. Quand il le lance, il explique, les trois piliers de ce que sont l'iPhone. Et c'est marrant parce que on dit souvent que Tesla a retourné le marché de l'automobile, parce qu'en fait, une Tesla, c'est pas une voiture avec un ordinateur dedans, c'est un ordinateur qui a 4 roues. Et je pense, même si c'est bien avant, que l'iPhone, c'était du software mis dans un boîtier. Ouais, c'était par opposition. Un Mac dans la poche. Ouais, c'était un Mac. Et la dimension tactile, on en a parlé un peu avant l'émission, tu m'as dit on en a déjà parlé par le passé, mais c'est très intéressant de voir la réaction du marché. Les gens disaient, mais déjà, le marché du professionnel, il est fermé. Parce qu'un téléphone sans clavier, ça ne marchera pas. Ça ne marchera jamais. Ça ne marchera jamais. Je recommande, on a dit qu'on ne la passerait pas dans l'émission, mais je recommande ceux qui ne l'auraient pas vu, la vidéo de Steve Ballmer, qui joue, le patron de Microsoft, qui dit quoi ? Un téléphone sans clavier pour les professionnels à $500 ? Ça ne marchera jamais. Et ben voilà. Mais il est le patron de Microsoft. Bon, quelques semaines après, les gens racontent qu'il jetait à une chaise à travers le bureau quand les premiers résultats de l'iPhone sont arrivés. Mais restons sur la genèse avant d'arriver sur le lancement, parce que le lancement est vraiment exceptionnel et mérite vraiment qu'on s'y attarde, parce que c'était vraiment un lancement complètement fou. Mais ce que j'ai appris il y a quelques semaines, je ne le savais pas, c'est que Steve Jobs a appelé Walt Mossberg, le journaliste, et il lui a dit « Ne va pas au CES, ne va surtout pas au CES, sois à San Francisco. Ouais. » Il m'a appelé aussi. Mais ce qui est énorme. Et il faut imaginer qu'à cette période-là, c'est le CES. Quoi. On reste sur la genèse. Le lancement, on le fera après. Monsieur, est-ce que tu sais si Jean-Marie travaillait en France, à Paris? C'est quand même quelque chose d'énorme que l'iPhone soit été. Que la genèse de l'iPhone ait commencé ici, à travailler au portage de macOS sur mobile. Moi, on m'a parlé que c'était vraiment le cas. Qui travaillait il y a des travaux qui étaient menés pour porter macOS sur mobile. Oui, mais tu sais, ce que j'en sais, c'est ce qu'en a dit et révélé Jean-Marie Hulot. Mais une fois de plus, du temps où j'étais chez Apple, je ne le savais pas. Voilà. Mais apparemment, oui, c'était le cas. Et l'idée, c'était assez vite de faire converger le logiciel entre le Mac et puis ce qui allait devenir l'iPhone. Bien sûr. Ouais, il y aurait eu plusieurs pistes à l'époque. On parle qu'Apple aurait pris des licences. Je ne sais pas si vous vous souvenez du système de Symbian pour tenter de faire un macOS-like avec une base, un noyau Symbian. Je crois que c'est l'OS de Ericsson, Symbian, c'est ça ? C'est ça. Ouais. Et donc, voilà. Ouais, c'était un truc, c'est un OS ouvert. Ils ont essayé de l'ouvrir à tout le monde parce que même Nokia a sorti des téléphones sur Symbian. Voilà, avant de choisir évidemment quelle serait la puce, qu'il allait le motoriser, jusqu'à décider de réaliser de début jusqu'à la fin un système d'exploitation propriétaire en l'occurrence. Le portage de macOS sur mobile deviendra donc iOS et Jean-Marie en a été peu à peu dépossédé. Il a été plutôt d'ailleurs blessé. Monsieur X, un matin, il est rentré dans ses bureaux à Paris et le projet avait été rapatrié à Cupertino durant le week-end. Hein. Oui, j'ai très très bien résumé. Je pense que quand le produit est devenu sérieux dans la tête de Steve, parce que là c'est lui qui était à la manœuvre, et c'était un peu bizarre parce que comme tu le dis, ils étaient amis, il a décidé de faire développer ce qui est devenu l'iPhone à Cupertino. J'en sais rien, mais je pense pas que c'était par défiance vis-à-vis de Jean-Marie. C'était simplement pour pouvoir avoir le contrôle, notamment en termes de secret, Laurent l'a dit, sur le développement de ce produit. Et autant, si tu veux, Steve faisait peut-être confiance à Jean-Marie, il ne faisait pas confiance à toute la France ou à tous les Français. Et ça a dû lui sembler incongru que ce produit puisse être développé ailleurs qu'à Cupertino, à une encablure de chez lui et du siège. Oui, les Américains avaient pris conscience du potentiel, surtout peut-être entre-temps, de ce projet, du vrai talent qu'avait Jean-Marie. Jean-Marie en avait été vraiment meurtri, même si il ne l'avouait pas publiquement. Et il a été d'ailleurs à Cupertino pour plaider sa cause auprès de Steve Jobs. Et il a obtenu raison. Et Steve lui a dit viens aux États-Unis, puis tu dirigeras le projet, évidemment. In fine, il a refusé et il a préféré quitter Apple à cette époque-là.
ce qui n'a pas déclenché certains autres polémiques qui a suivi ce départ, Monsieur X, parce que entre-temps, Jean-Marie, on connaissait son talent, il a été chassé, Jean-Marie. Ah bah je crois que oui, Jean-Marie il a été pas mal chassé par des concurrents d'Apple ou le monde de la téléphonie. Ouais, Google. Après, même et Google en premier. Et même si je le connaissais pas, après, rétrospectivement, je suis pas étonné qu'il ne l'ait pas fait. Voilà, je pense que malgré cette aventure, il est resté fidèle à Steve, ou en tous les cas, il se voyait pas. C'est un peu plus compliqué que ça, Monsieur X. Quand Steve a appris que Google était en train de chasser Jean-Marie, qui a essayé donc d'embaucher pour développer, on peut imaginer que c'était Android à l'époque. Steve a mis son veto, Laurent. Ouais, et il a fait deux choses de mémoire. Il a mis son veto, il a négocié d'abord un accord avec Jean-Marie, et surtout, ils ont fait un pacte de non-agression entre différentes entreprises américaines. Google en premier, mais je crois qu'il y avait Intuit, il y avait Intel, donc Pixar. Bon, Pixar, tu peux le concevoir encore. Filiale de mais si tu veux, en disant, regardez, ne nous tirons pas dans les pattes. Si on se débauche, qu'on commence à se débaucher, la seule chose qu'on va faire, c'est augmenter le salaire des trucs. Sauf que ça leur est revenu dans les pattes parce qu'il y a beaucoup d'ingénieurs de très haut niveau qui ont dit, en fait, vous limitez notre mobilité professionnelle. On est complètement bloqué. Et il y a une class action et Apple a payé pour éteindre, pour pas faire de remous. Donc, tu vois, ça a eu un effet quand même dans la Silicon Valley. Donc Jean-Marie a été écarté ou est parti de lui-même du projet iPhone. Il restait donc les deux figures titulaires liées à l'iPhone. Il y en avait qu'on a vu tout à l'heure sur la photo de l'équipe de l'iPhone, à savoir Tony Fadell sur la gauche, à droite de Johnny Ive, et sur la droite, Monsieur Scott Forstall. Alors Tony, il est connu pour être plutôt le père de l'iPod, nous l'avons reçu à 2 reprises dans l'émission, et Scott Forstall est comme Jean-Marie, un jeune et très talentueux ingénieur issu de Next, donc c'est vraiment quelqu'un qui était au sein d'Apple avant Tony, ça aura son importance par la suite. Et on oppose souvent les deux hommes. Steve Jobs les aurait mis en concurrence. L'un devait partir de la base de l'iPod, c'était Tony Fadell, il lui griffait une fonction téléphone, et l'autre partait plutôt d'une feuille blanche qui aurait conduit à l'iPhone d'aujourd'hui, ce qui laisse à penser que Scott Forstall était plus le père de l'iPhone que Tony, un fait qui a tenu à démentir Tony dans l'une de nos émissions, c'est dur à dire, regardez. On nous a dit, bon, maintenant, il faut explorer un téléphone mobile. Donc, iPod plus téléphone, donc iPod avec la roue. C'était 7 iPod. C'était 7 iPod. Oui, ça ressemble énormément. C'était plus ou moins ça. Donc, elle a fait ça. Et puis, en même temps, on avait l'iPod vidéo avec l'écran tactile. Et puis, ailleurs, on faisait le Mac avec l'écran multitouche. Donc, on essayait de toutes les manières de conserver l'idée de l'iPod, mais ça ne marchait pas, c'était super frustrant. En même temps, on avait l'iPod vidéo, c'était l'iPod qui était tactile, donc on pouvait toucher pour faire les contrôles. Parce qu'on avait le Video Store d'iTunes, donc les gens ils voulaient avoir la vidéo partout, sur un écran plus large. Donc on avait les deux. Et puis il y avait le multitouche. Donc maintenant, il faut mettre les trois choses ensemble. Et voilà ce qui est arrivé. Et Tony nous a confirmé par la suite et par ailleurs, par le biais toujours de cette émission, que l'écran tactile multipoint dont il parle, qui existait déjà, qui est apparu sur le premier iPhone, n'a pas été développé pour l'iPhone. Ça, on le savait déjà, puisque Steve l'avait dans sa bio déjà révélé. Il a affirmé à ce moment-là que l'écran multipoint avait été d'abord mis au point pour un projet de tablette. Et c'est Steve qui aurait demandé de l'adapter à un écran de téléphone. C'est là où on a peut-être la vision d'un Steve Jobs. Mais les premiers prototypes fonctionnaient sur un Mac. Et oui, déjà un Mac tactile. Écoutez Tony Fadell. On avait le Mac multitouche, on appelait ça. C'était le Mac. Enfin, c'était un projecteur, c'était pas vraiment le Mac. Dans une pièce, en fait, sur une table de ping-pong. Et ça projetait l'affichage Mac. Et puis, il y avait l'électronique donc tactile, donc on pouvait toucher comme une énorme tablette. C'était pas prêt à lancer, mais bon, c'était pour avoir l'expérience de ce que c'était donc multitouche sur Mac. Quand on comprend le rôle qu'a aussi indirectement joué Jean-Marie pour permettre le portage de macOS
sur une puce ARM, ça avait son importance, que l'ancêtre de l'iPhone était bien un Mac tactile, même s'il y avait un vidéoprojecteur. Moi, ça me fait sourire aujourd'hui. Le Mac ne l'est toujours pas. Il n'empêche qu'Corb Forstel a également joué un rôle majeur et constitue aussi l'un des pères de l'iPhone et notamment d'iOS. Il avait la main sur tout le système d'exploitation et son interface, aux grandes dames d'ailleurs de Johnny Ive, qu'on a vu tout à l'heure dans la photo, le designer en chef d'Apple. Il a fini d'ailleurs par prendre le leadership de l'iPhone. C'était à ce moment que Tony a souhaité prendre sa retraite d'Apple. Scott avait réussi à tisser des relations très étroites avec Steve Jobs. C'est quoi, son mentor, hein, quitte à le singer un petit peu. Hein, on l'appelait quoi On l'appelait Mini Steve. Hein. Ouais, Mini Steve, c'était... Après, c'était aussi un ancien de Next, hein, contrairement à Tony. Donc, ça veut dire que c'est quelqu'un qui avait suivi le parcours. Tu vois, Tony est arrivé à quelques années avant pour lancer l'iPod, quoi. Ouais, tout à fait. Et de Philips, ça, il nous avait dit, donc il arrivait chez Philips. Il se prenait pour Steve Jobs dans ses présentations, même dans ses colères, il mimait. D'ailleurs, ça lui a voulu, je crois, beaucoup d'inimitié au sein d'Apple. Beaucoup. Non, mais c'est-à-dire que au premier écart, un gros écart qui a été le lancement de plan qui a été considéré comme raté. Je suis sceptique, moi, là-dessus. Hein, là-dessus, je suis pas. Il avait mis la balle dans le fusil qu'il l'a dégagé, quoi. Oui, on sent que aussi Tim Cook, monsieur X, a un certain talent pour écarter tous les prétendants possibles à sa succession, parce que Scott Forstel était un prétendant tout désigné d'être en plus l'un des pères et l'un des artisans de l'iPhone. Il aurait été tout à fait pertinent et crédible pour le succéder un jour. Et Tim Cook l'a fusillé ce jour-là. Oui, alors j'en sais rien, mais j'ai mes deux hypothèses là-dessus. D'abord que Tim Cook aime l'harmonie. Et c'est vrai que Scott était vraiment un personnage extrêmement clivant, mais ce que Tim Cook supportait de son patron et ami Steve Jobs, être très clivant, c'est juste. Il le supportait moins de gens comme Scott, surtout après que Steve soit parti. Donc il souhaitait vraiment une équipe qui travaille ensemble, parce que les grosses têtes de chez Apple savaient pas trop faire. Et puis aussi, oui, il y a peut-être de ça. On sait que Tim, pour conduire Apple, a été adoubé par Steve, et il a pris des décisions comme tout patron, comme toute patronne. Et je pense que il a penché du côté de Jonathan Ive, qui, la rumeur le dit, ne supportait pas Scott. Et puis, à un moment, on le sait, Jonathan a même été responsable, au moins sur le papier, de iOS, et puis Jonathan est parti. Donc voilà, à mon avis, un peu l'histoire. Ouais. En tout cas, tout ça ne doit pas réduire le rôle qu'a joué Steve Jobs dans la genèse de l'iPhone. C'est lui qui a notamment imposé le modèle d'un smartphone totalement tactile, tu en parlais tout à l'heure, Laurent, sans clavier, et contre ses équipes, contre ses ingénieurs. C'était vraiment une vision produit qu'avait Steve Jobs à l'époque. Oui, c'est un développement long. Hein. Ouais. Nous, on voit les 15 dernières années, on voit 2007, mais c'est quelque chose qui avait commencé relativement... Juste après l'iPod. Oui, c'est ça. Et on dit que c'était 5 à 6 années de développement, hein, donc avec de nombreux tests, tu vois, un travail fourni colossal. Tu vois, comparé à l'iPod, et Tony nous l'avait dit, hein, l'iPod, finalement, ça a été quelques mois et lancé un peu dans l'urgence. Et d'ailleurs, il disait, la première version était quasiment inutilisable. Hein. On avait vite hâte que la deuxième version sorte. Le coût estimé de recherche et développement de l'iPhone, c'est 150 millions de dollars. En 2007. En 2007. Donc il faut y mettre avec l'inflation. Ouais. Et le chiffre, j'ai toujours ces deux chiffres en mémoire, c'est-à-dire que le coût estimé c'est 150 millions de dollars, et le coût de l'annonce, c'est-à-dire la pub qui a été faite Apple n'a fait aucune pub. Hein, les retombées de l'annonce de janvier 2007 sont estimées à 500 millions de dollars. C'est-à-dire que pour qui est dans la presse autant... Ça a été l'événement planétaire. Non mais je sais, mais on estime qu'il aurait fallu mettre 500 millions sur la table. Donc si tu veux, d'un autre côté, tu te dis... c'est un bon coup. Hein. C'est un très bon coup. Sachant que 150 millions de dollars en 2007, c'est beaucoup d'argent. Et ce qui est remarquable, on en reparlera dans un instant avec M. X notamment, c'est que quasiment rien n'avait fuité, M. X. Hein. Rien du tout. Non, absolument. Enfin... À mon niveau, une fois de plus, rien du tout. Mais je me permets de rajouter un petit truc à ce que tu disais, à ce que disait Laurent. Je pense que Steve Jobs a eu l'idée de ce produit tel qu'il a été lancé, même si c'est pas lui qui l'a conçu au sens vraiment conception électronique
et logiciel du terme. Maintenant, il l'a lancé surtout contre l'avis de tout le monde, peut-être de certains employés d'Apple, mais qui n'ont pas dû faire long feu, contre l'avis, oui, voire actionnaire, contre l'avis du marché. Il faut se rappeler à l'époque que les 3 gros géants du secteur, c'était Nokia. Ils ont rigolé aussi fort que Microsoft. C'était BlackBerry, le téléphone sérieux professionnel. C'était BlackBerry. Et, voilà. Et puis Sony. Et à l'époque, même nous, chez Apple, si tu veux, le fin du fin, c'était d'avoir le Sony à clapper que Neo avait dans Matrix. C'était un Nokia, monsieur, c'était pas un Sony. Mais pardon, c'était un Nokia, oui, tu as raison. Et d'un point de vue ergonomie, d'un point de vue fonctionnalité, il n'y avait pas d'autre horizon que ce téléphone-là à clapper d'un point de vue design, et d'un point de vue fonctionnalité, le must du must, c'était les hauts de gamme Nokia et BlackBerry. Donc se dire, on va mettre tout ça à la poubelle et passer à autre chose, c'était inconcevable. Inconcevable pour l'industrie, inconcevable pour les clients que nous étions, inconcevable pour les analystes. Mais comme disait Steve pour finir, quand vous essayez d'inventer un produit en rupture, ne demandez surtout pas à vos clients ce qu'ils en pensent. Ils ne vous aideront pas à prendre des bonnes décisions. Oui, et tu le disais tout à l'heure, Laurent, ça a pris du temps, mais Apple a eu aussi le temps de s'apercevoir que c'était compliqué, car ils se sont déjà essayés, monsieur X, au marché du téléphone. On se souvient qu'ils se sont associés avec un géant du secteur. Hein. Et à l'époque, les responsables dont toi, tu me disais que tu avais pris conscience de la montagne à gravir, et aussi des faiblesses des futurs concurrents que tu allais avoir en face de toi. Ouais, une vraie galère. Hein. C'est l'histoire de l'alliance, de l'association entre la carpe et le lapin en termes de culture d'entreprise, c'est-à-dire Apple d'un côté et Motorola de l'autre. Et il y avait eu cet essai où effectivement Apple et Motorola s'étaient associés pour créer un téléphone dans lequel il y avait iTunes. Donc on mettait quelque part la fonction de l'iPod dans le téléphone de Motorola. Il y avait iTunes intégré, quoi. Ça devenait un iPod. On est loin de l'iPhone quand même. Hein. Ouais. Et une vraie galère, et c'est là où moi je me suis aperçu assez vite, puisque j'en ai fait le lancement en France, que Cupertino et certainement Steve n'y croyaient pas vraiment, aussitôt lancé, entre guillemets, aussitôt abandonné, c'est que les premières versions du produit qu'on a reçues, qui étaient super importantes parce que c'était celles qu'on montrait à la presse pour avoir tous ces retours qu'évoquait Laurent, ils ne sont pas arrivés par Cupertino, c'est-à-dire par Apple, mais ils sont arrivés directement par Motorola, et je suis allé les chercher chez Motorola France, qui était pas très loin, et il n'y avait pas toute la puissance de communication qu'on connaît d'Apple derrière le lancement de ce téléphone. Donc c'est un essai, et à mon avis c'est un essai qu'au dernier moment Steve n'a pas pu rattraper. Mais je pense qu'il considérait, comme je le disais, qu'au moment même du lancement, c'était une erreur parce qu'il avait déjà suffisamment progressé sur l'iPhone. Et en plus, le résultat du produit était vraiment pas bon. Ouais, c'était vraiment pas top. Effectivement, on regarde pour conclure sur la genèse de l'iPhone, une réaction de Mano sur Twitter. Apple n'a pas fait d'événements pour les 15 ans de l'iPhone. Vous trouvez étrange, non? Moi, ça m'étrange. Je trouve ça normal, parce qu'Apple ne célèbre que très peu d'anniversaires, monsieur X ou Laurent. Ah oui. Enfin, il y avait une religion du temps de Steve chez Apple. Je l'ai déjà raconté. Pas d'anniversaire. C'est un truc, je sais pas, que Steve devait considérer comme mortifère de fêter les anniversaires. Il supportait pas ça. Ils chiffreront avec 20 ans, peut-être. On verra pour les 20 ans, peut-être. Mais je l'ai déjà dit, il y avait... Attends, il y a quand même eu quelque chose pour les 40 ans d'Apple France. Ouais, pour les 40 ans. Mais c'est Apple France. C'est Apple France, ok. Oui, absolument. Il y a eu les 40 ans du Mac, mais les 20 ans, ça mettra peut-être quelque chose, mais là, il ne faut pas chercher une théorie du complot, je pense. Ouais, on avait tenté des célébrations du temps d'Apple Expo, quand Apple faisait son exposition annuelle à Paris, je l'ai déjà raconté sur cette antenne, en lançant un iPod édition spéciale pour célébrer les 10 ans, je crois, de mémoire de l'Apple Expo. Ce produit n'a jamais vu le jour. Steve en a eu vent, il l'a vu, et on n'a pas eu le droit de cette édition spéciale de l'iPod gravée avec une date anniversaire pour l'Apple Expo. On n'a pas eu le droit de le vendre, on l'a renvoyé à Taïwan où il avait été fabriqué directement. Et être démonté, voire cassé. Allez, on a conclu de la genèse de l'iPhone. On va parler dans un instant du lancement complètement fou de l'iPhone. J'avais la chance d'être à San Francisco ce jour-là, et c'est un moment phare de ma jeune carrière de journaliste à l'époque. Mais avant tout, on va faire un petit détour du côté du busomètre. Le busomètre, ce sont les rumeurs ou actus qui ont le plus buzzé du côté du site Mac Forever. Didier n'étant absent cette semaine, il teste une magnifique Audi e-tron du côté de Monaco, de Monte Carlo, de la Riviera. Donc voilà, on va le laisser
jouer du volant en bonne compagnie comme d'habitude. Première actu rumeur qui a le plus buzzé cette semaine sur le site Mac Forever, c'est du nouveau du côté de l'iPhone SE, une édition spéciale de l'iPhone comme chaque année, un iPhone le low cost, une émission spéciale iPhone, une rumeur spéciale iPhone. L'iPhone SE 3 semble bien se confirmer pour le printemps prochain. Le design devrait reprendre en grande partie les caractéristiques de l'iPhone 8, ça c'est pas une surprise. La seule nouveauté serait la puce 5G, une puce plus rapide. Et puis il y aurait possiblement une déclinaison d'un iPhone SE avec un écran plus grand, un écran de 5,5 pouces comme les versions Plus du 7 Plus, du 8 Plus. Mais il y aurait toujours pas forcément le button Touch ID en bas, mais sur le côté latéral, ça c'est nouveau, comme sur l'iPad Air, j'y crois un peu moins. C'était la première info. On passe au MacBook Air avec toi, Laurent. Alors bon, bien sûr, il y a le MacBook Air, on imagine qu'il va être mis à jour, donc tout le monde parle du MacBook Air M2, et il devrait passer logiquement d'une caméra FaceTime de 720p à 1080p, c'est ce qui s'est passé sur le MacBook Pro. Ouais, c'est assez logique. Mais la question que tout le monde se pose, c'est en coche ou pas en coche. Rien n'est moins sûr, donc ce qui surprend un peu tout le monde. Si les rumeurs de bordure d'écran blanche son design similaire à l'iMac M1 se confirme. Il est blanc sur l'iMac M1. Ouais, sur l'iMac M1, le truc est blanc. Donc du coup, si ça se confirmait, du coup, on pourrait perdre l'encoche grâce à la bande noire en haut. Oui, parce qu'en fait, quand on est devant ton Mac qui est un Mac M1 Pro, il y a une encoche, mais on ne la voit pas parce que c'est noir. Mais avec du blanc, elle serait plus qu'évidente. C'est ça. Donc du coup, il y aurait quelque chose là-dessus. On verra. L'avenir nous le dira. La troisième info qui a fait trembler la tech plus qu'Apple cette semaine et Mac Forever, c'est que Microsoft rachète Activision Blizzard pour 69 milliards de dollars. 69 milliards de dollars. Voilà, donc Microsoft enchaîne les acquisitions en ce moment. Donc évidemment, ils vont retrouver des licences iconiques, comme World of Warcraft, Call of Duty notamment, Starcraft, donc encore Candy Crush. On observe quand même une concentration des studios de jeux vidéo, et on peut se demander s'il n'y a pas derrière une volonté de se préparer à l'arrivée de ce fameux métaverse. Je ne sais pas ce qu'en pense Monsieur X peut-être. En tout cas, Apple ne semble pas vouloir se positionner sur ce créneau-là et racheter des entreprises de jeux vidéo à tout va, Monsieur X. Non, Apple rachète de la technologie et pas des entreprises déjà établies, à de très rares exceptions, en tous les cas beaucoup plus petites que les 69 milliards de dollars payés pour Activision Blizzard. Le dernier exemple chez Apple, c'est plutôt Beats de mémoire. Pour le reste, Apple préfère acheter des pièces, faire son propre Lego. Les joueurs peuvent regretter qu'ils n'aient pas acheté des pièces pour faire des bons jeux. Le jeu, même sur Apple TV, c'est pas encore ça, même si ça s'améliorait avec Apple Arcade. Maintenant, l'avenir nous dira peut-être, avec des choses prévues ou rumorées comme le casque AR VR, si Apple ne sera pas sérieux sur le jeu, mais pas avec des rachats comme ça. Non, ça c'est sûr. Alors, on reste sur les jeux ou sur le VR. Encore des rumeurs autour du casque de réalité augmentée ou de virtual reality, je ne trouve pas réalité virtuelle. Beaucoup de rumeurs pour ce quatrième trimestre. C'est Mark Gurman, chaque semaine, dans sa newsletter, nous rajoute une petite couche. Il révèle que des problèmes techniques reporteraient la sortie de l'appareil à 2023, donc ce ne serait pas pour la WW2 cette année. Voilà, je vous rappelle qu'il y aurait 2 puces, dont une M1 Pro, on parle de 3 écrans haute définition et un prix quand même assez élevé, autour des 2000, entre 1000 et 3000 $, donc ce ne serait pas un produit très grand public. On verra ce que ça donnera. Peut-être dernière info ou rumeur, c'est une info. Elle signe le retour d'Apple en tête des vendeurs de smartphones. Ouais, Apple serait à nouveau numéro 1 sur les smartphones. Donc du coup, avec la pénurie des composants, les ventes de smartphones sur le 4e trimestre 2021 mettraient Apple en position. Alors c'est le cabinet Canalys qui fait cette étude, avec 22% de part de marché. La pomme se classerait devant Samsung 20%, Xiaomi 12%, viennent ensuite Oppo 9% et Vivo 8%, puis les autres constructeurs plus modernes. Ce qui me fait parce que c'est une émission sur l'iPhone. Il y a quelques années de ça, aux alentours de 2013-2015, je ne me rappelle plus exactement, un jour je tombe sur une étude d'un cabinet d'analyse qui dit que Apple génère 102% de la marge dans la téléphonie mobile. Je dis comment on peut générer 102%? Et en fait, Apple tout seul, il y avait tellement de marques de téléphone qui perdaient de l'argent.
qu'en fait, ils empochaient la majorité du marché. Pendant longtemps, ça a été ce chiffre très haut. C'est-à-dire que c'était les seuls qui faisaient vraiment de très grosses marges. Tu vois, ça s'est érodé. En 2016, c'était 92 ou 94% de la marge. Maintenant, c'est moins parce que les Samsung, les Xiaomi, tout ça arrive à concurrencer. Mais ça reste. Je suis certain que si on regarde là, donc on a 22% de part de marché. Je pense que la marge d'Apple sur ces 22%, elle est peut-être 2 ou 3 fois supérieure que Samsung sur ces 20%. On sait que la marge d'Apple, la marge brute, elle est supérieure à celle des grandes marques de luxe. Donc, 40% de marge, donc ça laisse complètement fou. Rêveur. Et puis surtout, regardez, on parle d'Apple, on parle de Samsung deuxième, Xiaomi, Oppo, Vivo, tous les grands noms de la téléphonie dont on parlait à l'époque du lancement de l'iPhone il y a un instant, à savoir Nokia, à savoir Motorola, à savoir Sony Ericsson, ils ont tous plus ou moins disparu. C'est des marques qui existent encore, qui tentent d'être relancées, mais qui ne sont plus des mastodontes du secteur, malheureusement pour nous, Européens, en tout cas. Ma petite Madeleine de cette émission, maintenant on va parler du lancement de l'iPhone. Le lancement de l'iPhone, qui était vraiment un moment fou, un moment dingue, 9 janvier 2007, Steve Jobs est donc sur la scène du Moscone Center de San Francisco pour dévoiler un tout nouveau produit. Allez, on se fait plaisir avec un petit flashback. 3 things. A widescreen iPod with touch controls. These are not 3 separate devices. It's iPhone. Today, Apple. Une keynote vraiment, le premier iPhone, c'est vraiment une keynote incroyable. C'est ce que nous dit en tout cas, regardez Mano sur Twitter, premier iPhone keynote incroyable. L'iPhone n'était pas prêt, encore en développement, il est particulièrement instable, présentation calculée pour qu'il soit 10h09. En fait, tu as expliqué que c'était un peu plus compliqué au moment de la première vue de l'iPhone. L'iPhone a été dévoilé donc en janvier pour une communication en juin aux États-Unis, à la fin de l'année en France. Mais à cet instant, le modèle présenté, on l'a dit, n'était qu'un prototype. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que il marchait vraiment pas très bien. C'est vraiment par la seule volonté de Steve Jobs que l'iPhone a été présenté à l'époque. Rien n'était prêt, Monsieur X. Écoute, pas tout n'était prêt. Et c'est vrai que moi, j'étais pas à San Francisco, j'ai pas eu cette chance comme toi. Mais les prototypes n'étaient pas tous stables. Ouais. Et je crois, mais ça tu nous confirmeras, Olivier, que vous n'avez pas eu forcément tout de suite le droit de toucher les prototypes d'iPhone, mais que certains étaient sous cloche pour ces raisons. Alors il y en avait 2 sur cloche derrière, parce que le lancement avait lieu en parallèle d'un salon qui s'appelait le Macworld de San Francisco. C'était vraiment la grande messe d'Apple chaque année au mois de janvier à San Francisco. Et donc sur le stand d'Apple, il y avait 2 modèles exposés sous cloche, mais certains journalistes dont je tairai le nom, tirés sur le volet avec des lunettes et des cheveux qui tombent, ont eu la chance de de pouvoir le toucher à la sortie après la keynote, puisqu'il y avait un product briefing qui était organisé avec certains journalistes, donc on a pu le toucher, mais on voyait que c'était, par exemple, il y avait un câble derrière, tu vois, il était tout le temps en charge, il chauffait, il était presque brûlant, donc on sentait bien que on était loin d'avoir un produit qui était finalisé. On sait qu'à l'époque, il n'y avait pas encore de ligne de production mise en place. Il y avait peut-être une centaine d'exemplaires. Il y a eu un excellent article qui a été fait dans le New York Times il y a quelques années. Son titre était Steve dit que l'iPhone soit, parce que c'était vraiment ça. C'est-à-dire que c'est vraiment Steve Jobs qui a imposé à la force du poignet et contre vents et marées la nécessité d'y aller. Mais il avait énormément de défauts. Il a même révélé de son côté dans sa biographie, Laurent, avec Warren Mosberg, qu'il était bourré de bugs. À l'époque, ça ne marchait pas. Et ils ont pris un gros risque de le présenter ce jour-là. Ben surtout, l'OS fonctionnait pas, quoi. C'était, il était complètement buggé. L'iPhone, il pouvait lire un extrait de musique ou de vidéo, mais pas jouer un clip entier. Ça plantait. Des heures de test avaient permis de définir, par exemple, que l'ordre précis dans lequel on pouvait enchaîner les actions sans bug. Tu vois, si tu le faisais pas dans le même ordre, il fallait suivre vraiment une checklist, sinon ça plantait. Exactement. Donc les gars, ils étaient ultra briefés. Ils avaient un problème d'antenne Wi-Fi qui était complètement instable et l'iPhone ne captait pas toujours. Un métier, Non, mais le truc. Bon, ils ont eu des problèmes. L'iPhone 4 avec l'antenne Agate. Ouais. Tu vois, mais par contre, ils se sont dotés de ce qu'il fallait pour faire que. Pour moi, la révolution, c'est cette vision, quoi. Et cette vision, et du coup, ils ont, je crois que les développeurs, ils ont dû programmer le logiciel pour que l'écran affiche constamment 5 barres de réseau. Tu vois, par exemple, les briques en haut, les briques, tout à fait, pour que même s'il perdait la connexion. Ouais. Et puis l'autre défaut, c'est qu'il a manqué un petit peu de mémoire. Il fallait beaucoup le redémarrer.
Il n'était pas vraiment multitâche. Hein, donc voilà. Donc il n'empêche, pour moi aujourd'hui, c'est la meilleure keynote de Steve Jobs, Monsieur X. Ton avis, de loin, la plus mémorable? Écoute, non, mais moi je suis pas objectif. Hein, la meilleure keynote de Steve, j'étais pas chez Apple, c'était la keynote du lancement du G4 Cube parce que ça a été mon produit préféré chez Apple. Maintenant, c'est la plus mémorable parce que je pense que Steve était un peu à son apogée dans son envie de révolutionner le marché de la tech. Et il savait, même s'il n'était pas fini, qu'il avait un produit qui lui permettait de renverser la table. Et je pense que ça l'excitait beaucoup, même si au-delà des bugs que vous venez de citer, hein, ce produit, quand on l'a vu arriver, nous, avait des promesses énormes, l'écran tactile. Moi, je pense que c'est une des clés qui a fait son succès, on pourra en parler, mais aussi des problèmes énormes. Il n'avait pas la 3G. Voilà, je ne sais pas si tu voulais en parler maintenant, mais chez Apple... Je ne peux pas en parler maintenant, mais ce n'est pas grave, continue. Le trouillomètre à zéro, c'est qu'on était à l'heure de l'Internet. Steve nous vendait l'Internet en disant c'est un iPod, c'est un téléphone et ça vous permet d'accéder à Internet. Sauf que le téléphone, alors que le marché 3G était déjà là. Oui, mais pas en net. On est d'accord. Mais oui, mais c'est un téléphone mobile et on avait la 2G. Et nous, on s'est dit, rien qu'à cause de ça, on va prendre un mur avec ce produit, ce qui nous posait question parce que c'était pas dans les habitudes d'Apple de pas lancer un produit qui soit fini en termes de qualité et surtout qui propose pas en termes de fonctionnalité quelque chose de supérieur au marché. Donc il était bancal en qualité, bancal en termes de fonctionnalité. C'était quasiment pas un produit Apple et c'est devenu ce que c'est devenu. Tu exagères, hein. L'interface quand même elle était très Apple, mais c'est vrai que ça relie et c'est en écho avec ce qu'on disait en amont de cette émission avec Jean-Marie. L'Europe avait une vraie avance, c'est plus le cas forcément aujourd'hui. Sur les réseaux, il y avait déjà des réseaux 3G qui étaient déployés en France depuis belle lurette. Aux États-Unis, ce n'était pas le cas et il n'était pas 3G. Et on voit que de positionner un Jean-Marie Hulot et de mettre le centre de gravité à Paris pour le lancement, pour la préparation de ce qui allait être l'iPhone dans les années qui viennent avait du sens. Après, les choix qui ont été faits n'étaient pas forcément les bons. Hein. Ouais, alors après, bon, encore une fois, je te dis, moi j'en ai eu un très tôt et c'est vrai que c'était lent. Mais c'était la première fois qu'on avait un téléphone qui permettait d'avoir une telle connexion à Internet. Donc, tu vois, du coup, on n'aurait pas pu le garder 10 ans. Je pense qu'on l'a gardé un peu trop longtemps. Tu vois, le 3G puis le 3GS qui arrive assez vite, on aurait dû sortir plus vite. Ils n'avaient pas la noblesse. Hein. Le 3G, c'était un téléphone. Enfin, pour moi, c'est le pire téléphone d'Apple. Quoi. Il était moche, la forme, il était il était ah oui, on le tenait bien en main, c'est le seul avantage quoi. Mais le plastique, il était en plastique, c'était vraiment en termes de qualité, c'était pas ça quoi. Mais tu sais, j'ai un iPhone 1 signé par Tony Fadell. Il va avoir très cher dans quelques années. Quand je le prends, je voulais l'amener ce soir, je me suis dit j'ai peur que je lui vole. Il a quand même quelque chose, ce téléphone, il a pour moi c'est un moment d'histoire quoi. Je me souviens quand j'ai eu donc je te finis mon histoire de tout à l'heure, c'est impossible de le trouver, bien sûr en Europe, ils étaient que chez AT&T aux États-Unis. Un seul opérateur, et donc j'ai un pote qui part au mois d'août aux États-Unis, et je lui dis, tu m'en ramènes 2, tu te démerdes comme tu veux, tu rentres dans une boutique, tu les achètes et tu me les ramènes. Et en fait, il m'en a ramené 2, et c'était des briques, ils étaient inutilisables. Et donc j'ai dû aller sur des réseaux pour trouver des petites cartes qui permettaient de décimloquer le téléphone. C'était un truc de fou quoi. Après il y a un vrai business qui s'est instauré parce qu'il s'est passé 6 mois entre les États-Unis et la France. Et donc il y avait, j'ai discuté il y a quelques années avec des équipages d'Air France qui me racontaient qu'ils avaient toujours leur valise pleine d'iPhone. Je suis pas étonné. Et pour les ramener, il y avait de vraies solutions techniques beaucoup plus simples pour décimloquer. Et ça a été d'ailleurs. On pouvait faire en logiciel après, mais après les premières. Cydia, c'est ça. C'est ça. Mais les premières versions, c'était pas installer les apps parce qu'on ne pouvait pas installer les apps. Mais on va arriver sur les défauts de l'iPhone. Revenons un instant sur le lancement parce que c'était vraiment un moment exceptionnel. Moi, je vous disais, c'est ma petite Madeleine parce que je l'ai vécu et j'essaie de le partager avec vous quand même un petit peu. Moi, je me souviens quand je suis arrivé au Moscone Center très tôt, parce qu'on arrivait très tôt pour être bien placé, pour ne pas être trop en arrière. Et j'avais la chance d'être plutôt bien placé parce qu'à côté de moi, il y avait Pascal Cagny. Je le salue, Pascal, qui était le vice-président d'Apple. Tout le monde qui nous a accueillis, on sait que chez Apple, il y a un culte du secret énorme. Quand ils voient un journaliste, franchement, ils font la tronche. Voilà. Où il baisse sa tête. Tu le sais, Monsieur X, on n'est pas forcément bien vu. Et ce jour-là,
c'était un moment un peu de grâce, je dirais, au sein d'Apple. Tout le monde souriait et tout le monde avait l'impression de vivre un moment exceptionnel. Et moi, j'ai compris qu'on vivait un moment historique pour une chose très simple. J'ai croisé la femme de Steve Jobs. Déjà, je me suis dit, tiens, elle est là, il va se passer quelque chose. J'ai vu ses enfants, tiens, ils sont là, il va se passer quelque chose, et il voulait partager ça. Et on avait vraiment le sentiment dans le ton, il était un peu tendu au début de Steve, que pour lui, c'était une manière de revivre 1984 et le lancement du premier Macintosh, qui n'est pas devenu, qui a été pour lui un lancement manqué, puisqu'il n'a pas inondé le marché, et c'est Microsoft qui l'a fait, et c'était une belle manière de revivre ce moment. Et c'est vrai que moi je suis resté bouche bée, d'abord parce que, contrairement à aujourd'hui, rien n'avait transpiré dans la presse, donc on a découvert le produit, on ne l'avait jamais vu, mais encore une fois, il n'était pas en production, donc c'était relativement facile de cacher les prototypes, alors qu'aujourd'hui, on arrive à avoir des infos parce qu'ils commencent à tester les lignes de production des mois en arrière et en avance. Et puis, au-delà, c'est le boom, l'explosion, l'écho, le retentissement énorme qu'a eu ce lancement. Moi, je devais être un des rares, on devait être 4 ou 5 journalistes français à l'époque à suivre cet événement. Tous les autres, ils étaient à Las Vegas. Ils avaient fait le mauvais choix. Hein. Tu sais plus qui c'est. Moi, je dis ça tout à l'heure. Voilà. Et je sors du Moscone Center et je vois tous les cas régis de tous les networks américains, CNN, NBC, CBS, qui sont tous garés. Mais certains ne couvraient même pas la keynote pour venir faire des interviews en disant, et là on s'est dit, il est en train de se passer quelque chose. C'était vraiment un événement mondial, il a vraiment fait la une de tous les journaux. Moi, j'ai jamais vu un produit tech faire la une de tous les journaux. C'était comme la France qui gagnait la Coupe du Monde au niveau de la tech. Tout le monde en a parlé, et c'était vraiment un moment, on l'a dit dans le sommaire, osons le mot, historique, hein, dans la mesure où il a marqué son époque. On sait qu'Apple surfait sur une ligne de succès, Monsieur X, mais c'était du jamais vu, un tel retentissement. Tu parlais des retombées médiatiques, 500 millions de dollars. Ouais, c'est estimé. Hein, c'était dingue, Monsieur X. Je crois que là où il était magnétique, et ça explique, je t'ai déjà dit, à mon avis, la très grande majeure partie du succès, c'est son écran. C'est son écran et le principe du tactile qui était une révélation pour le grand public et même pour les journalistes spécialisés. C'est-à-dire que personne n'avait imaginé que dans un produit fini comme le téléphone, on pouvait avoir cet écran. Il n'y avait pas de touche, rends-toi compte, il n'y avait pas de touche. Et c'était la promesse d'avoir un vrai ordinateur dans sa poche pour accéder à Internet, comme on l'avait vu dans tous les films d'anticipation depuis 20 ans. Donc Steve nous mettait dans les mains le produit d'anticipation dont on rêvait, qu'on avait vu dans les films et les séries de science-fiction depuis 20 ans. Et ça a magnétisé le monde. Et pour conclure sur le côté backstage de la keynote, je me souviens toujours également en arrivant et en m'asseyant au Moscone Center, alors il y avait les responsables de la com, hein, qui sont toujours qui soufflent le chaud et le froid, et qui de manière très spontanée, et là je suis resté bouche bée, ils viennent me voir et me disent, tu vas voir, tu vas vivre un moment exceptionnel. Et ils avaient raison. Et anticiper ce qui va se passer chez Apple, c'est inimaginable, hein, pour un responsable de la presse. Et il n'a pas été viré ce jour-là, et c'est tant mieux pour lui. Voilà. Et puis dernière chose qui était exceptionnelle à vivre, mais c'était une manière générale, mais parce que c'était à cette époque-là et que c'était à San Francisco, et je tiens à le dire, c'est qu'à l'époque dans la salle, c'était pas des influenceurs triés sur le volet. C'était des vrais utilisateurs, c'était des développeurs, c'était des gens qui assistaient au salon. N'importe qui pouvait assister à presque au Moscone Center. Donc il y avait un vrai public qui en a pris plein, de passionnés, qui en a pris plein les mirettes. Et j'assistais à un match de boxe. Alors, les années présentes, j'étais parfois un peu choqué que lorsque Steve Jobs présente un CD-ROM, les gens fassent une standing ovation. Mais là, c'était un show, mais extraordinaire. Et il y avait une ambiance ce jour-là qui était vraiment décoiffante. Et ça reste vraiment un souvenir fort que j'ai gravé dans mon cœur. Bref, pour autant, l'iPhone est arrivé. Est-ce que c'était une révolution vraiment? On en parle après ce chapitre. Alors, est-ce que le premier iPhone était vraiment une révolution? Alors, tu en parlais un petit peu en amont, très en amont, trop en amont, vilain Laurent, et à l'instant, Monsieur X. Quelle est la fonction, le point qui vous a le plus marqué sur le premier iPhone? On commence avec toi, Laurent. Le point qui m'a le plus marqué, c'est le swipe pour le débloquer. Et marimba, la sonnerie, mais le swipe... C'est-à-dire que tout simplement, le fait de glisser le doigt pour débloquer. Ouais. N'importe qui, du coup, est capable de débloquer. Mais surtout, c'est quelque chose... Le tactile, ça a été révolutionnaire, mais le tactile, mais là,
Le multipoint. Mais il existait déjà du tactile. Oui, mais là, le swipe, imagine, tu as un appel, tu faisais du truc, et bon, cette sonnerie marimba, là, qui était... qui est devenu un grand classique. Parce que c'est une émission un peu témoignage, hein. Ouais. Donc je te disais, j'ai eu... Là, tu peux y aller. Voilà, j'ai eu l'iPhone entre les mains au mois de septembre 2007. Et au mois de décembre, je suis à New York. Décembre ou mars, il faudrait que je vérifie. Mais bon, il y a 3 mois d'écart entre les deux. Hein. Et je me rappelle, je suis dans un Starbucks, j'ai mon téléphone à la main, et j'ai un mec qui me tape sur l'épaule et qui me dit comment il est ce téléphone. Et je me rends compte que il est annoncé depuis à peu près 1 an, hein, 1 an ou 1 an et 3 mois, tu vois, à la louche. Donc c'est quand même longtemps, mais c'est pas encore mainstream, quoi. Pas tout le monde l'a dans les mains. Et les gens me demandent, et il me dit, c'est vraiment mieux qu'un téléphone. Et je dis, mais moi, je pourrais plus m'en passer, quoi. J'adorais mon iPhone, quoi. Et je me rappelle, ça m'a marqué parce que cette personne, il y en avait pas encore, quoi. J'avais l'impression, et surtout, j'avais l'impression de faire partie de gens chanceux qui avaient pu en avoir, tu vois, qui avaient fait le passage, qui étaient passés de l'autre côté de la barrière, alors que tu le trouvais, hein, dans les boutiques AT&T, mais les gens hésitaient encore, quoi. Tu vois, c'était, et aujourd'hui, je crois, c'est quoi, il y a plus d'1 milliard d'iPhone en circulation, quoi. Tu vois, ça paraît fou, quoi, 15 ans après. C'est vrai, mais on va voir dans un instant que ça n'a pas forcément été un raz-de-marée à la sortie du premier iPhone. Monsieur X, c'était la fonction qui vous a fait un effet waouh lorsque vous avez vu la keynote ou dégainé le premier iPhone? Alors, pendant la keynote, l'effet waouh, je l'ai dit, moi, c'est le tactile, c'était ça la révélation. Ouais. Après, quand j'ai utilisé le produit, moi, c'était 2 choses. Une chose qui était mieux que ce que je pensais, une chose qui était moins bien que ce que je pensais. Le moins bien, mais qui m'a quand même beaucoup séduit, c'était l'accès à Internet. Bien qu'au début, plus personne s'en souvient, mais il fallait accéder à des sites Internet qui étaient capables d'être lus par le Safari embarqué dans l'iPhone. Hein. Tous les sites Internet ne pouvaient pas être accessibles. La majorité des sites Internet, quand on les accédait par Safari sur l'iPhone, tu avais une page noire ou une page blanche. Mais ça m'a donné envie tout de suite, c'était très fort. Et puis ce qui était encore plus fort, et ça a été la révélation la première fois que je l'ai eu dans les mains, ce sont les applications. Parce que moi, j'avais des téléphones portables, je les avais eu à peu près tous, hein, ceux de Nokia, Sony et les autres. Et on ne se souvient pas de la difficulté de naviguer dans les menus pour paramétrer un téléphone et l'effort intellectuel de compréhension qu'il fallait pour changer le paramétrage de son téléphone. Là, on accédait aux fonctions du téléphone avec des applications en faisant un clic avec son doigt. Et ça, c'était totalement magique. Et l'iPhone... Monsieur X, c'était pas vraiment des applications, hein, c'était encore... Oui. J'allais arriver plus tard. Non, mais en fait, c'était des applications d'Apple. Mais attention. Mais quand même, les applications d'Apple, et ça a commencé à être ce phénomène où l'iPhone s'est mis à remplacer d'autres produits. Ouais. Moi, j'ai viré très rapidement mon réveil. Parce que j'avais l'application d'Apple qui me servait de réveil tout bêtement. Et c'est ça tout de suite qui m'a enflammé en disant le potentiel de ce produit, il est dans ces applis de base qu'Apple nous fournit, par exemple comme l'horloge qui fait réveil. Il fallait se souvenir à l'époque que pour pouvoir utiliser un smartphone, il fallait vraiment être un geek à l'époque. C'est-à-dire que l'Internet dans la poche était vraiment réservé aux plus geeks d'entre nous. Et l'iPhone, sa force, tu l'as dit, via l'interface tactile, c'est sa simplicité. C'est-à-dire n'importe qui, ma grand-mère était capable d'utiliser un iPhone. Le swipe to unlock, c'est un bon exemple. Et surtout, à l'époque, si tu voulais pouvoir mettre une puce Orange ou une puce SFR ou une puce Bouygues et faire marcher ton téléphone, ça demandait des sacrés cabrioles pour y arriver. Il fallait rentrer des scripts, des numéros de DNS. C'était compliqué. Là, ça marchait du premier coup. Donc, et puis Olivier, ce que tu oublies, c'est que avant l'iPhone, quand tu voulais accéder à Internet, tu passais par un navigateur qui existait, qui était dans ton téléphone quand tu l'achetais, mais tu devais payer, ça a été dit je crois un peu par Laurent, un abonnement spécial Internet. C'est-à-dire si tu voulais accéder à un site, il y avait une version du site web auquel tu voulais accéder, au moins en France, hein, qui avait été conçue avec une technologie particulière qui s'appelait le WAP, W-A-P. Ça ne rajeunit pas. Et donc, et tu accédais ce site Internet au format WAP, et tu payais un abonnement à ton opérateur extrêmement cher pour y accéder. Là, Steve nous disait, vous avez Safari sur l'iPhone, vous accédez à l'Internet
gratuitement. C'était du vrai Internet, pas du web. Et du vrai Internet, comme sur votre ordinateur. Bon, il avait oublié de dire qu'au moment du lancement, il n'y avait pas 50 sites dans le monde qui étaient compatibles avec l'iPhone, mais le potentiel était là. Et distorsion de réalité de style. Laurent, j'ajoute deux très rapides points. Le premier, c'est j'ai été étonné au début quand j'ai entendu Monsieur X dire ça, parce que les apps étaient, alors c'est les apps Apple qui étaient vraiment géniales et la configuration était vraiment géniale, surtout qu'il y avait peu de paramètres au début, il n'y avait quasiment aucun menu. Il faut se rappeler que Steve ne croyait pas dans les applications, il voulait des web apps, ils avaient sorti un SDK. Les web apps, pour les novices, c'est... une application dans Safari. Oui, en clair, c'était des mini-sites. Et c'était pas mal fait, parce que qu'en fait, ça ressemblait, il y avait tout pour faire que les pages circulent, ça ressemblait beaucoup à l'iPod, et où tu pouvais truc. Ouais. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que j'ai posé la question autour de moi, dans la préparation de l'émission, sur ce que les gens aimaient, et beaucoup de gens m'ont répondu la messagerie vocale. La messagerie visuelle, pardon. Et ce qui est fou, parce que c'est-à-dire qu'il n'y avait plus besoin d'appeler, de faire le numéro 888 ou je sais pas pour les autres opérateurs. Et il y avait carrément le truc qui apparaissait. Ça, c'est assez génial. Alors, Damien Dawani, qui est notre chroniqueur également, qui devait être avec nous, n'a pas pu se joindre à nous, donc il a souhaité intervenir via une petite vidéo. On l'écoute. Quel était justement son souvenir et sa petite Madeleine concernant l'iPhone de première génération. On l'écoute. Damien Dawani. Salut, l'iPhone. Pour moi, c'est deux souvenirs très forts. D'abord, à l'époque, je travaillais dans un laboratoire de recherche d'un opérateur dont le logo est carré en couleur. Et lorsque j'ai vu la keynote, comme d'autres, de Steve Jobs, d'abord, le premier truc qui m'a marqué, c'est bien sûr le navigateur adaptatif. Ça, c'était une vraie révolution. J'avais un navigateur sur mon N95, c'était juste une horreur absolue, sur mon Palm aussi. Et là, ça avait l'air tellement simple et fluide. Et puis le deuxième truc qui est passé un peu inaperçu et qui pour moi est peut-être la vraie révolution de l'iPhone, c'est la messagerie visuelle. Parce que cette messagerie-là, elle simplifiait enfin l'usage vous savez, du répondeur, plutôt que d'appeler un numéro, le 888, en disant appuyer sur 1, appuyer sur 2, supprimer, remettre, etc. Là, de ce coup, c'était simple. Et c'était tellement fort en termes d'utilisation, ça représentait vraiment Apple et la simplicité utilisateur. Et sinon, la deuxième, on va dire, souvenir que j'ai de très fort, il se trouvait qu'on avait réussi à en avoir un des États-Unis, donc avec une puce AT&T, et on avait le droit de le sortir. Alors, il fallait signer de son sang pour avoir le droit de le sortir. Moi, j'ai eu le droit de le sortir un soir et de jouer avec, le présenter à ma famille, tout ça, et voir un peu comment il réagissait. Et à un moment, je le sors, j'étais dans le métro et je résiste pas. Il y avait des gamins, 2 ados qui étaient à côté de moi qui parlaient. Moi, j'étais assis et je sors l'iPhone et de manière très ostensible, je commence à jouer avec. Et ces 2 gamins qui étaient en train de parler, d'un seul coup, se taisent. Et pendant bien 30 secondes, le temps que je joue avec, je sentais leur regard en train de regarder ce que je faisais. Et puis quand je l'ai rangé, j'ai entendu les 2 gamins qui disaient « Ah mais attends, c'est le téléphone qu'Apple a présenté, là, c'est le truc, mais ça a l'air génial, comment ça s'appelle ce truc-là ?» C'est juste dingue de se dire qu'aujourd'hui, la plupart des gamins en ont un, et qu'à cette époque-là, c'était tout juste révolutionnaire. Ouais, on est un peu nostalgique de ce côté révolutionnaire. Moi, le côté révolutionnaire que j'ai vraiment ressenti quand j'utilisais pour la première fois l'iPhone et qui illustrait vraiment sa simplicité, cette parfaite homogénéité entre l'interface, le matériel et les usages, notamment grâce à l'interface tactile, c'est tout simplement Plan, même si c'était l'œuvre déjà de Google. Plan sur l'iPhone, ça a été un coup de pied au cul, c'était incroyable, quoi. J'avais jamais vu ça. Regardez ce que faisait Steve à l'époque comme démo, on était tous, on avait tous le menton qui tapait par terre, on cherchait un Starbucks à San Francisco, voilà ce qu'il faisait, il tapait Starbucks. Et ça, c'était en live, en Wi-Fi mosconnais. Tous les Starbucks apparaissaient. Ça, faire ça avec un téléphone à l'époque, c'était impossible. Et si on avait besoin de l'appeler, il suffisait de cliquer, il y avait le numéro, on appelait et clac. C'est pas là où il a commandé 3000. Et il a commandé 3000 café latte pour l'ensemble du Moscone Center. Donc voilà, ça illustrait parfaitement cette... comment, en maîtrisant le hardware, le software, c'est toute la recette magique et qui constitue vraiment la richesse, et j'espère encore pour longtemps, d'Apple. Une question sur Twitter de François SLN. Quelles étaient les plus grosses contraintes rencontrées par Apple lors de la sortie de ce premier iPhone ? Au-delà, ce n'était pas le premier smartphone du marché, ni le meilleur, on le disait tout à l'heure. On l'a dit, il n'y avait pas de 3G, c'était de l'Edge, il n'y avait pas d'app. Et puis, Monsieur X, le modèle économique, était assez particulier avec le système des opérateurs exclusifs à l'époque. Tu nous rappelles brièvement ? Oui, la plus grosse difficulté pour répondre précisément à la question qui nous est posée, c'est que les opérateurs n'en voulaient pas, ou en tous les cas n'en voulaient pas dans les conditions que les proposait Apple. C'est-à-dire que les opérateurs avaient des accords avec les fabricants de téléphones depuis très longtemps. Ils avaient trouvé un peu une espèce de martingale ensemble, où les opérateurs étaient bien souvent en position de force. Donc les opérateurs ont dit,
Apple, vous n'êtes pas légitime sur le marché du téléphone, vous voulez vendre votre produit auquel on ne croit pas forcément, ça va être à nos conditions. Voilà la plus grosse difficulté. Les opérateurs voulaient mettre Apple au pas, voire n'en voulaient pas. Donc il a fallu qu'Apple, parce qu'Apple ne voulait pas se renier sur les conditions commerciales et les contrats, qu'Apple aille choisir un opérateur par pays quasiment, en utilisant cette vieille tactique bien connue, diviser pour mieux régner, et se focaliser sur un partenariat avec un opérateur par pays. Ça, c'était faisable pour imposer son modèle, faire un succès et entraîner par envie les autres opérateurs derrière. Mais la grosse difficulté, c'était, nous, on est les opérateurs, c'est nous qui avons le droit de vie ou de mort sur votre téléphone. Et les choses ont bien changé depuis. Mais ce qui, par contre, qui a gêné un petit peu le lancement, notamment en Europe, du smartphone d'Apple, parce qu'on avait le téléphone dans les pays pas chers, ce qui avait des prix opérateurs, c'était difficile de le faire avec Orange à l'époque. Oui, en fait, ça a décollé l'année d'après avec l'arrivée du 3G, puis le 3GS, et puis aussi des apps. Apple a changé son fusil d'épaule en disant bon, mais finalement, on va fabriquer des apps et qui est à la fin, il y a une app pour ça. C'est devenu le marché. Apple visait un tout petit marché. C'était 1% de part de marché. Tiens, on a parlé en début tout à l'heure, on a dit qu'aujourd'hui ils ont 20% avec une marge maximale. C'est monstrueux, quoi. Ouais, c'est un succès qui n'a jamais été. Le marché mondial s'est agrandi, donc le 1% de l'époque, c'est voilà. Donc on l'a dit, un succès relativement mitigé, même si c'était pour Apple beaucoup. De l'Apple de l'époque, aujourd'hui, ça paraîtrait trop peu. Il faudra rappeler qu'ils vendent entre 60 et 70 millions d'iPhone par trimestre aujourd'hui. Donc ça laisse songeur. Le lancement, vous l'avez compris, était réservé aux US, donc ils n'avaient pas la capacité de production et la logistique, qui est vraiment la force de frappe industrielle d'Apple aujourd'hui. Mais souvenez-vous, l'engouement, quand même, encore une fois, à l'image de ce qu'on a vécu nous à San Francisco Moscone Center, c'est que chaque année, au lancement de l'iPhone, devant les Apple Store, devant les boutiques, les magasins de téléphones, les gens qui passaient la nuit pour avoir le premier iPhone entre les mains. Il y a peu de marques qui ont connu un tel engouement ces dernières années, voire dans l'histoire de l'industrie moderne. Alors une question rapidement de Rémi Wering sur Twitter. Si l'iPhone avait été la vraie bouée de sauvetage d'Apple, l'iMac, les G3, G4 n'étaient que du restylage iTunes créé par d'autres. Je ne suis pas d'accord avec cette analyse. La vraie bouée de sauvetage d'Apple, Monsieur X, mais vous n'avez pas besoin de confirmer parce qu'on est en retard, c'est l'iPod. C'est ça qui a relancé la machine, Absolument. Qui a permis de payer les 150 ou 200 millions de dollars de développement de l'iPhone. C'est l'iPod qui a été vraiment déterminant. Et si Tony Fadell n'est pas le seul père de l'iPhone, il en a contribué par le travail qu'il a apporté et qui a permis de financer l'iPod, oui. L'iPhone derrière. Autre question de Stéphane Becquet. Bonjour la team, on refait le Mac. Ces 15 ans ont été rythmés par des innovations, des retards, des déceptions et des surprises. Aujourd'hui, cette marque iPhone est pratiquement devenue un nom commun comme Caddy, Frigidaire ou Karcher. Ouais, pas très et on l'entend un peu trop souvent ce dernier mot. C'est vrai, voilà. L'iPhone est devenu presque un terme générique pour illustrer les smartphones. Et peut-être une dernière réaction Twitter de Jean-Marc Ouvray, notre ami Jean-Marc. 15 ans, j'ai l'impression que c'était hier. Et quel périple depuis ma première commande d'iPhone sur eBay, USA en débridé pour l'utiliser dès l'été 2007, puis application. Ma question est où serait Apple si en plus ils avaient obtenu Android, Samsung de ne pas copier We Patent It? Il faut se souvenir qu'à la fin de la keynote, Monsieur X, Steve Jobs était très sûr de lui et contrairement à, je dirais, aux mauvaises aventures qu'il avait eues en 1984 lorsqu'il a lancé le Mac, il avait tout patenté, il avait tout breveté et ça n'a pas empêché Samsung de tout copier. Oui, absolument, c'en était même rigolo, entre guillemets. Ça n'aurait pas empêché les autres de copier, et puis ça n'aurait été que retarder ceci, parce que imaginons que c'est réussi, qu'Apple ait vraiment tout verrouillé, ils auraient été accusés à juste titre de monopole. Mais Steve avait vraiment envie de verrouiller l'ensemble des technologies, des fonctionnalités qu'il avait présentées pour retarder l'arrivée des autres, parce qu'il pensait que ce serait inéluctable que l'iPhone aille manger une partie du marché. C'était aussi un petit peu cocasse, parce que Steve, on l'a dit plusieurs fois dans cette émission, ne s'est jamais gêné pour aller voler de la technologie et s'inspirer très largement des produits des autres. Donc il savait de quoi parler. C'est vrai. Picasso disait,
Les bons artistes copient, les grands artistes volent. Ouais, c'est clair. Il faut se souvenir, alors Samsung est un grand artiste, et Google. Il faut se souvenir du procès intenté par Apple envers Samsung, que le constructeur de gouvernement a fini par remporter. Mais c'est un peu quand même une victoire à la Pyrrhus. Ils ont touché quoi, 539 millions de dollars. Bon, après, là, c'était une vraie copie. Non, mais la même année, je crois que Samsung avait signé 1 milliard de bénéfices rien que la division smartphone. Donc. Ouais. Donc voilà. Non, c'était, mais bon, je pense que la victoire, elle était de dire, tu vois, on avait raison, quoi. Ouais, bon, bref, pour l'histoire, mais en tout cas, ils ont pu gagner beaucoup de temps parce qu'ils n'ont pas fait de R&D comme on a pu faire Apple pendant tout seul dans son coin. Ça peut être évident aujourd'hui d'utiliser un écran multipoint pour un iPhone, mais personne n'y avait pensé avant. C'est pas simplement y penser, ça n'existait pas. Écarter les doigts pour pouvoir zoomer, c'est juste génial. Le pinch. Quelques réactions, regardez sur Twitter, elles vont toutes dans le même sens. De Simca, il n'y a pas eu d'évolution majeure en 15 ans. Je ne vois pas ce qui pourrait révolutionner l'usage. Une autre réaction d'Indira F. Bonjour à toute l'équipe. En 2007, l'iPhone a été une révolution dans le monde technologique. Est-ce qu'Apple a encore la capacité de réellement surprendre les utilisateurs, iPhone lui-même ou iOS? Allez, on conclut cette émission par demain, l'iPhone. On conclut cette émission par quelques réactions de Twitter, quelques questions, on va essayer d'y répondre. Une question de Maxite Bleu Vrai sur Twitter. Le soft de l'iPhone semble mature et l'hardware est bien assez puissant selon vous. À part la photo, comment améliorer les prochaines générations d'iPhone? Autre question de Stéphane Becquet. Afin de garder cette valeur sûre, Apple pourrait-elle garder au catalogue tout en lancer une variante pliante, on en parle beaucoup, voire une gamme pliante sous un autre nom? Autre réaction de Lorient Yannick. Salut la team ORLM, peut-on s'attendre pour les 20 ans à un gros changement de l'iPhone? Peut-on croire à un iPhone pliable qui lancerait une nouvelle ère? Non, ça ne s'écrit pas comme ça, pas avec un H de la part d'Apple. N'oubliez pas de vous abonner. Non, n'oubliez pas de vous abonner. Et dernière réaction de Benjamin Amslag. Bonjour, pourquoi Apple ne voit-on pas en France les offres d'assurance ou de location comme aux US? Qu'est-ce qui bloque? La législation ou le marché? Alors, le futur, on parle beaucoup du pliant, on en parle souvent dans cette émission. C'est un peu comme moi et mon Mac tactile, ça n'arrive pas. Est-ce que vous croyez? On n'a pas eu de réaction de M. X à ce sujet. Est-ce que tu crois, M. X, qu'Apple va suivre la tendance et être cette fois-ci suiveur de ce qui a été initié par Samsung? Écoute, ça peut. Les gens chez Apple ont oublié d'être bêtes. Donc, s'ils voient que le marché du téléphone haut de gamme pliable remporte un certain succès, qu'il y a des bénéfices à faire, ils se poseront la question. Il y a peut-être même un prototype qui tourne maintenant. Bon, leur manière de concevoir les produits, c'est vraiment de penser au niveau des usages. À quoi ça te sert cet écran pliant? C'est d'avoir un écran en fait plus grand. Et d'avoir un écran plus grand, est-ce que tu en as vraiment besoin dans ton usage quotidien aujourd'hui? Pas vraiment. Donc, je pense pas que ça soit leur obsession en tous les cas. Leur obsession, elle est sur d'autres nouvelles fonctionnalités à venir. Ouais. Laurent, Apple a plutôt envie d'aller sur un autre marché. On parlait du casque de réalité virtuelle, de vraiment révolutionner différemment, et voire de rendre obsolète à terme l'usage d'un téléphone par l'utilisation de lunettes de réalité augmentée peut-être. Et on sait aussi, on a souvent parlé dans cette émission, que ce qui peut-être limite tout simplement Apple d'y aller, c'est que, contrairement à Samsung, ils ne fabriquent pas de dalle pliante. Ouais, bon après, ils ne fabriquent pas de dalle tout court. Même donc du coup, la capacité de production... On pourrait imaginer un accord. Tu vois, 70 millions de dalles pliantes pour le trimestre suivant. Tu crois non, pas sûr qu'on l'ait, mais je suis pas sûr. Dans la grande difficulté, c'est ce qui frustre souvent nos auditeurs, et on le sent dans les commentaires, c'est qu'aujourd'hui c'est incrémental. Quand l'iPhone est arrivé, c'était un fossé. Puis tu vois, de chaque génération, tu resserres. D'une part, Apple, c'est incrémental par rapport à la version présente, et puis surtout la concurrence rattrape son retard aujourd'hui pour avoir des téléphones. Alors bien sûr, ceux du monde Android te diront l'appareil photo est 10 fois meilleur, le machin est 100 fois meilleur, mais grosso modo, les usages qu'offre un iPhone aujourd'hui sont... c'est un produit qui est arrivé à maturité, quoi. Le produit est à maturité. Donc maintenant, la progression, elle sera toujours... On n'aura pas ce qu'on a vécu par le passé. C'est vraiment faible, c'est marginal, tu vois. Du coup, ce qui reste comme piste, c'est l'ouverture d'un nouveau marché. Table rase du passé. Je pense qu'on l'a eu avec Apple Silicon. Non, mais Apple Silicon, je pense que c'est quelque chose de très disruptif dans l'approche, même si ça ne se voit pas parce que c'est sous le capot. Maintenant, peut-être qu'il faut une nouvelle annonce. Alors, il y en a qui disent les lunettes, d'autres qui disent la voiture, d'autres qui disent peut-être quelque chose de nouveau. C'est vrai qu'il y a la montre, sous l'ère, on a fait une émission sur Tim Cook,
On a parlé de la montre, qui est le produit de Tim Cook. À voir. Monsieur X. Pour conclure. Oui, moi je suis d'accord avec ce qu'a dit Laurent. Faut pas oublier que depuis l'iPhone, Apple a révolutionné, même si ce sont des marchés qui pèsent moins en dollars, d'autres marchés, notamment la montre. Et je crois que les innovations incrémentales un peu plus fortes que ce qu'on voit sur l'iPhone, elles sont à venir de la montre. Elles sont aussi à venir des services. iCloud a encore beaucoup de progrès à mon avis à faire, et l'ensemble des services OnePlus d'Apple. Puis il y aura peut-être une nouvelle catégorie. Moi personnellement, j'attends pas trop les lunettes. Je pense que Apple a beaucoup à faire en revanche, c'est une rumeur récurrente, dans le marché de la mobilité, voiture ou autre. Ouais, et on n'a pas dit, en tout cas, et ce sera peut-être le mot de la fin pour cette émission ce soir, si Apple a réussi à lancer l'iPhone, c'est qu'il a accepté, ou du moins Steve Jobs, de se dire qu'il allait tuer l'iPod. C'est-à-dire qu'à l'époque, l'iPod, c'était vraiment la vache à lait d'Apple. Ils avaient conscience que d'abord, ils devaient y aller. Tony nous l'avait raconté dans l'émission. S'il n'y allait pas, à terme, les téléphones allaient proposer la fonction baladeur dans tout. Là, c'était déjà le cas, mais ils n'étaient pas aussi simples d'usage et aussi fun que ceux d'Apple. Donc, ils n'avaient pas le choix d'y aller. Et surtout, voilà, c'est important qu'à un moment donné, un industriel puisse se remettre en cause et se dire, parfois, il faut tuer son bébé pour pouvoir pour permettre à un autre d'éclore et d'arriver. C'est ce qu'a su faire en 2007 Apple avec l'iPhone, en étant conscience que l'iPod allait disparaître et qu'il fallait préparer la suite, quitte à précipiter sa chute. Est-ce que d'un futur produit d'Apple précipitera la chute de l'iPhone? On verra. J'espère qu'on sera là pour vous le commenter en direct avec beaucoup de plaisir. Allez, on conclut comme chaque semaine cette émission avec les coups de cœur. Monsieur X, votre coup de cœur cette semaine? Aujourd'hui, je vous parle du sac que j'utilise pour mettre tous les jours mon MacBook Air pour aller au boulot quand je suis pas en télétravail. Et c'est un sac de chez Inkez. Voilà, il paye pas de mine comme ça, mais il est très bien fait, très léger, ultra résistant alors que je suis pas très soigneux. Et il s'appelle le Backpack Lite 2 de chez Inkez. Et surprise, moi je l'ai acheté sur l'Apple Store. Alors c'est son remplaçant, le 3 qui est disponible maintenant, mais je l'avais payé moins de 100 €. Et un super sac pratique et super résistant à moins de 100 € chez Apple. Ça fait longtemps que j'avais pas vu ça. C'est de la même qualité, si tu te souviens de cette marque australienne que j'adore, qui s'appelle Crumpler, mais à 3 fois moins cher. Effectivement, Crumpler. Oui, Crumpler, il y en avait plein. Laurent, ton coup de cœur? Alors, mon coup de cœur, c'est un jeu qui s'appelle Osmos. Alors, pour tout vous dire, j'ai été effaré par la vidéo de Marques Brownlee qui montre ses 2 iPhones et qui montre qu'il n'a que même pas 10 applications, quoi. Et dans les 10 applications, il y a ce jeu qu'il dit utiliser dans l'avion. Ça m'a titillé. C'est une application c'est un jeu qui vaut 2 $. C'est pas sur Apple Arcade. C'est un jeu qui vaut 2,99 € ou 2,99 $. C'est le même prix en dollars. En fait, c'est un jeu où vous êtes une sorte de cellule. C'est un double effet. C'est un mélange entre les cellules et les planètes. Donc il y a un effet de déplacement de planète et en fait c'est assez addictif, c'est assez sympa. Et j'ai commencé à jouer du coup après la vidéo et je m'éclate. Le son est excellent parce qu'il y a vraiment un son qui se déplace. Il faut jouer avec les écouteurs et je le recommande. Il n'y a pas beaucoup de niveaux, hein. Il y a peut-être une 50aine de niveaux ou même pas 40 niveaux. Donc, mais les niveaux durcissent et voilà. Dites-moi en commentaire si les gens l'installent, ce qu'ils en pensent de ce jeu et qu'est-ce qu'ils aiment et quels sont les niveaux sur lesquels ils butent. Ça m'intéresse. Alors de mon côté, c'est pas un produit connecté, mais c'est pas loin. C'est un petit peu connecté. C'est simplement. Alors, il existe une version gourde et il existe également une fontaine à eau filtrante en verre qui s'appelle baptisée Lavi, qui s'appelle Lavi de Solable. Elle a été présentée au CES de Las Vegas. Elle est originale parce qu'elle purifie l'eau du robinet tout simplement. Donc il suffit de mettre de l'eau du robinet en seulement 20 minutes. Vraiment de manière tout à fait naturelle et sans produire aucun déchet, grâce simplement à ces petites lampes LED qui éliminent le chlore, les composés chimiques ainsi que les pesticides. Pas besoin de filtre, vous laissez allumer 20 minutes, ça s'éteint et c'est prêt à servir. Voilà, c'est écolo et c'est plutôt joli, donc j'ai bien aimé. Et puis un autre coup de cœur, un petit coup de cœur et un petit coup de chapeau à notre ami Benjamin Vincent et son podcast i5 qui fête déjà son 100e numéro. Particularité d'i5, il est disponible sur le podcast d'Apple et c'est un podcast payant.
Et Benjamin, il appréciera d'avoir de nouveaux abonnés, et nous aussi. Longue vie à i5. C'est la fin de cet épisode d'On refait le Mac. Merci de l'avoir suivi. Merci encore pour votre fidélité. De nouveau, je vous souhaite une bonne année 2022. Pace salut, les amis. Pace salut, Laurent. Pace salut, monsieur X. Tu vas venir un peu plus souvent, tu nous promets. Hein? Oui, c'est promis. Allez, je vous donne rendez-vous dès la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et pour être prévenu en temps réel de la mise en ligne de l'émission, je vous invite à vous abonner bien sûr à notre chaîne. On doit avoir de plus en plus d'abonnés en cliquant sur le petit bouton et n'oubliez pas de cliquer également sur le petit pouce. Merci encore pour votre fidélité et à la semaine prochaine. Au revoir.